Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une capsule de vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va aborder la question des techniques et des traitements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont confus sur la ligne entre les deux. Il y a des gens également qui vont utiliser leur savoir technique afin de s'improviser thérapeute. Puis là, on va voir des différences au niveau de la réglementation sur le titre de thérapeute, psychothérapeute, des titres affiliés associés. Comment on fait pour différencier la technique de la psychothérapie? Mais avant d'entrer au cœur du sujet, je vous rappelle que le format vidéo est de nature éducative, donc ça ne remplace pas une psychothérapie. Ça se veut un complément d'information afin de vous introduire de manière générale à des concepts de psychologie qui pourraient être autrement complexes. Donc, au cours de la vidéo, je vais faire des synthèses, je vais faire de la vulgarisation, donc ça ne se veut pas un relevé exhaustif de l'ensemble des nuances. Et si je donne des exemples techniques sur certains types de courants, je ne parle pas de vous, hein? N'oubliez pas, je ne parle pas de vous, je parle de en général selon les définitions que je vais vous présenter. Et je vais mettre des informations dans l'espace de description de la vidéo. Si vous voulez aller plus loin en me questionnant directement et pour être sûr d'avoir les réponses à vos questions, j'ai mis en place le programme Questions confidentielles qui est là pour justement vous permettre d'assurer d'avoir une réponse à vos questions. Je protège votre identité, ça dit en questions confidentielles, mais tous les détails sont sur la page de toute façon du programme. Également, si vous voulez aller un pas plus loin et me consulter en thérapie, toutes mes coordonnées sont sur mon site web. Il suffit de me contacter en privé, puis je vais vous envoyer par courriel tous les détails sur mon cadre de pratique. Comme ça, vous pourrez décider de manière libre et éclairée si mon offre de service vous convient. Puis là, il y a des questions aussi à me répondre pour savoir que si je suis le bon aidant pour vous. Donc, maintenant que c'est dit, on va retourner au sujet principal. Technique, traitement. Ça peut se ressembler, ça. C'est une des choses pour lesquelles j'ai été sensible très tôt dans le cadre de ma formation en baccalauréat. Parce que avant le baccalauréat, j'ai fait un certificat en psychologie à Sherbrooke, puis j'étais intervenant en un espèce de centre pour favoriser la désinstitutionnalisation de personnes qui autrement seraient hospitalisées en psychiatrie. Donc c'était un centre d'hébergement pas loin de l'hôpital. Puis moi j'étais le gardien qui résidait dans un des appartements du bloc qui hébergeait tout le monde. Puis étant donné que j'étais appelé parfois à faire des interventions de crise, des interventions de soutien, que j'étais appelé aussi à interagir avec les usagers, je me suis questionné à savoir sur, hey, mais étant donné que je suis gardien de sécurité et intervenant en relation d'aide, je me suis dit, je vais questionner l'ordre des psychologues là-dessus. Là, on remonte en 2004, là, à ce moment-là. Donc, je contacte l'ordre des psychologues, puis là, on me dit, mais non, M. Simard, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas offrir des services. Si vous avez commencé à étudier en psychologie, vous ne pouvez pas offrir des services à la population comme ça de relation d'aide, ça pourrait créer de la confusion dans l'esprit de la population. Puis là, moi, j'ai été traumatisé bien raide. Là, je me suis dit, je veux pas me faire poursuivre, moi, je veux pas que ça me nuise à ma carrière. Ok, je le ferai pas. Puis là, j'avais bien peur. Puis là, mon titre d'emploi officiel, c'était gardien de sécurité. Fait que là, j'ai informé mon employeur que là, l'ordre n'était pas trop de. Mais après plusieurs années de vérification, au final, je n'avais pas parlé à l'ordre. J'avais parlé à un représentant de l'ordre et j'avais parlé à une personne du secrétariat. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus avisé dans ma compréhension des différentes structures administratives à l'ordre et également, j'ai une bonne connaissance de la réglementation des différents bureaux à l'ordre des psychologues. Puis on peut dire que le genre de conseil que j'ai reçu de la part du secrétariat à ce moment-là, ça se voulait très bienveillant, mais ça se voulait pas forcément exhaustif. Parce que moi, dans mon questionnement, je me disais, mais comment ça se fait que si je commence à étudier en psychologie, j'acquiers des connaissances qui me permettent de faire des techniques d'intervention validées sur les connaissances générales? Comment ça se fait que j'ai pas le droit de faire ça, alors qu'un coach de vie, lui, peut s'afficher sur le coin de la porte, puis même là, en 2004, les gens pouvaient s'afficher psychothérapeute, pas de problème, sans avoir fait aucune formation. Je comprenais vraiment pas pourquoi il y avait une confusion là-dessus entre les deux. Puis là, on m'avait dit, vous savez, M. Simard, ça pourrait vraiment
confondre la population. La population pourrait penser que vous êtes psychologue. Non, mais moi, si je le dis que je suis intervenant en relation d'aide, non. En tout cas, des années plus tard est survenue la mise en place d'une définition légale encadrée par la loi de la psychothérapie. C'est en 2012 ça, que c'est apparu au Québec. Donc là, à la fois, le titre de psychothérapeute était encadré par la loi et la définition de ce que c'est la psychothérapie, c'est encadré par la loi. Il y a eu également la création d'un bureau, un nouveau bureau à l'Ordre des psychologues qui s'appelle le Bureau de la pratique illégale, qui traite les usurpations de titres et les usurpations d'actes professionnels réservés également. Donc, la définition de la psychothérapie selon la loi va comme suit. Vous trouverez le lien en description là, sur l'article de Pierre Desjardins là, pour voir tous les détails. La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel, comportemental et dans son système interpersonnel, dans sa personnalité et dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d'un rapport de conseil ou de soutien. C'est à ce point-ci qu'on peut se dire merci d'avoir créé un système de loi interprétable. Parce que ici, c'est très, très vaste. Donc, il y a combien de mots dans cette phrase-là? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de « et », il y a beaucoup de « ou ». C'est une très grande phrase. Hein? Puis, même si cette définition-là a été adoptée par la loi, dans la pratique, je vois encore régulièrement sur des sites web, des groupes, des réseaux sociaux de professionnels de la santé qui vont s'obstiner sur ce que c'est la psychothérapie et notamment lorsqu'ils vont comparer avec des gens qui ne sont pas psychothérapeutes ou pas psychologues ou pas médecins, des coachs qui vont offrir un service curatif de traitement de quelque chose. Puis un des enjeux qui revient très souvent, c'est celui de l'hypnothérapie. Donc, est-ce que l'hypnothérapeute fait de la psychothérapie? Bien, d'une certaine manière, l'hypnose, c'est une technique. Donc, une personne pourrait mettre en place une séquence de mots qui vise à favoriser l'ouverture, la réception. Il y a certaines personnes qui utilisent l'hypnose pour la relaxation. Il y a certaines personnes qui vont vers un état de suggestibilité. Il y a des gens également qui vont utiliser l'hypnose pour remodeler des souvenirs. Puis là, là, on commence à entrer dans une piste glissante. Parce que c'est où là, qu'on fait la différence entre l'application de la technique hypnose et l'utilisation de cette technique-là pour faire de la psychothérapie qui est encadrée par la loi? Ben, c'est le même genre de débat qu'il y a eu avec l'art-thérapie. Vous savez, quand ils ont fait la création du titre de psychothérapeute, il y a eu beaucoup de représentations auprès des arts-thérapeutes parce qu'ils voulaient que leur titre d'emploi soit reconnu. Mais la grande, grande, grande majorité des gens qui étaient art-thérapeutes étaient déjà également soit psychologues ou soit des gens qui allaient avoir leur accréditation de psychothérapeute via d'autres ordres professionnels, via la procédure d'accréditation. Donc, il y avait très, très peu de gens qui utilisaient l'art-thérapie et qui n'étaient pas déjà accrédités à en faire de la psychothérapie. Mais pour eux, il y a eu des représentations, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions. Pour au final, avec ce que j'en ai saisi, puis là, je ne suis peut-être pas à jour, là, parce que peut-être que ça continue, on en est venu au même genre de discussion consensus autour de 2018 là, sur le fait que la technique ne fait pas le traitement. Mais la technique peut faire partie du traitement. Oh! C'est flou, hein, dit comme ça. Puis là, c'est là où, au bureau de la pratique illégale, puis également au bureau du développement de la qualité de la pratique, Pierre Desjardins ont essayé de réfléchir à une meilleure conceptualisation ou la rendre plus facile comme approche, la définition de la psychothérapie. Puis ils l'ont divisé en 3 critères d'inclusion et 1 critère d'exclusion. Mais dans le fond, il faut, pour savoir si on est en train de faire de la psychothérapie, retenir 3 éléments. Il faut que les 3 soient présents. Puis s'il en manque un, c'est pas de la psychothérapie.
Je vais vous les présenter les trois. Critères d'adhésion et le critère de réfutation. Donc, les trois critères, c'est nature, objet et finalité. Donc, c'est quoi ça, la nature d'un traitement de psychothérapie? Ben, c'est justement ça, c'est un traitement psychologique. Donc, on ne vise pas seulement à aider, c'est un traitement. Il y a une nature qu'on pourrait dire curative dans un traitement. On passe au deuxième point. Son objet. Donc, l'objet de la psychothérapie, ça serait, là, c'est une très grande phrase qui veut un peu tout et rien dire. Son objet, c'est la pogne sur laquelle on va appliquer le traitement. C'est trouble mental, perturbation du comportement ou tout autre problème entraînant une souffrance, une détresse psychologique. OK. Si l'évaluation des troubles mentaux est un acte réservé, il aurait été bien, selon moi, que le traitement, ça rime sur les troubles. Parce que là, ici, même si la loi va un petit peu plus loin, elle ouvre la porte dans cette conceptualisation-là à créer beaucoup de flou. Parce que, OK, je vais appliquer un traitement, mais sur un objet, mettons, sur un problème qui entraîne une détresse psychologique. Mais pourtant, dans les actes qui ressemblent à de la psychothérapie et qui ne sont pas de la psychothérapie, il y a l'intervention de crise. Ça voudrait dire que, OK, je pourrais faire une intervention de crise sur une souffrance et une détresse psychologique, mettons intervention de crise suicidaire, sans que ça soit un traitement. OK, mais là, on commence à marcher sur des œufs. Là. C'est où la distinction entre traitement et perturbation, troubles mentaux, comportemental? Comment on fait pour estimer qu'il y a une perturbation significative du comportement? Ça va nous prendre des échelles comparatives normatives. Comment on fait pour se prononcer sur la nature de la souffrance ou une détresse psychologique? Ben, il faut que ça soit évalué par un professionnel. Oui, mais si ce n'est pas un professionnel de la santé accrédité qui connaît toutes ces nuances-là, qui fait son intervention, ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire l'objet de la psychothérapie, mais il peut faire exactement les mêmes actes, par contre. Mais lui, il ne fait pas de psychothérapie, il applique une technique. Donc, nature, objet, puis sa finalité également. Donc, la finalité de la psychothérapie, ça serait comme si c'était l'objectif ultime. Est-ce qu'il y a une différence entre la nature et l'objectif? Là, ici, je trouve que c'est très flou sur le plan conceptuel. Puis, quand j'en discute avec mes collègues également, je vois bien avouer qu'eux aussi trouvent ça flou. Donc, l'objectif, la finalité, ça serait qui a pour but, le but, là, favoriser chez le client un changement significatif. OK, ça veut dire si je favorise un changement non significatif. Comment tu fais pour évaluer que tu as fait un changement significatif ou juste assister à un changement tout court? Non, c'était pas significatif. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire un seuil de significativité. Le 5% de marge d'erreur contrôle? Où est la signification là-dedans? Ben ça, c'est un jargon technique des professionnels de la santé qui vise à se prononcer sur le fait que dans mon évaluation globale de la personne, s'il y a présence d'une souffrance cliniquement significative, donc on sent que ça perturbe la personne profondément, mais là, à quel moment je sais que la personne change versus change significativement? Moi, je trouve que c'est une très mauvaise définition de la loi, même si je la respecte, là. Je la respecte, je la suis, là. Mais je trouve que c'est une très mauvaise définition parce qu'elle ne permet pas de bien l'opérationnaliser. Ensuite, donc dans son fonctionnement cognitif, émotionnel, comportemental, ça on pourrait dire que c'est une affiliation avec les approches cognitivo-comportementales. Dans son système interpersonnel, ça c'est une affiliation avec les approches systémiques, communautaires, psychologie sociale. Dans sa personnalité, ça c'est une affiliation avec l'approche psychanalytique, psychodynamique. Ou dans son état de santé, ça c'est pour les gens qui ont une approche holistique. Oh, ça veut dire que c'est un peu fourre-tout, la définition de psychothérapie en son état actuel. Puis, malheureusement, ça crée beaucoup de confusion chez les utilisateurs de techniques d'aide. Moi, je viens en aide à beaucoup de personnes qui sont des coachs, des conférenciers. Je vais à titre de psychologue qui fait de l'intervention communautaire. Je vais dans des écoles de formation, d'intervenants, de coachs, de formateurs, de gens qui font des trucs en spiritualité. Puis là, je leur informe c'est quoi la ligne sur la loi là, entre voici ce
ce que nous, la loi nous dit de faire, puis voici là où vous pourriez transgresser la loi. Puis il y a des gens qui pourraient dire, ben voyons Paul, pourquoi tu t'en vas donner de l'enseignement dans une école qui n'est pas accréditée? Ben, c'est justement parce que dans la psychologie communautaire, il y a l'idée de l'équité, de la justice sociale. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais endroit où transmettre de la bonne connaissance. Puis je ne suis pas le prophète de la bonne connaissance, là. Je suis un humble porteur d'informations. Puis c'est parce que moi, je me suis intéressé à comprendre ces limites-là pour protéger la population que j'ai ensuite transposé ça pour essayer de protéger les gens qui essayent d'aider la population. C'est un peu particulier que, hey, dans un monde où il manque de psychologues, où la population est affamée de recevoir de l'aide, qu'il n'y ait pas suffisamment de professionnels de la santé, membres des autres professionnels pour pouvoir prendre tout le panier de services de l'aide, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Il faudrait laisser les gens ne pas avoir d'aide? Ben non, c'est normal dans ce cas-là qu'il y ait des personnes qui se tournent vers des coachs de vie, des formateurs, des techniciens. Puis là, des techniciens de l'aide, il y en a plein. Hein? Comme je vous ai dit, il y avait la technique d'art-thérapie, il y avait la technique d'hypnose, il y a également la technique de zoothérapie. On pourrait y revenir ça là-dessus d'ailleurs. La zoothérapie, il y a beaucoup de gens qui vont mélanger zoothérapie avec chien d'assistance ou chien domestique. Moi qui me fait du bien, mon chien domestique, c'est-tu un chien d'assistance ou c'est un chien de réconfort personnel? Y a-t-il une tâche ou pas? Est-ce qu'il est zoothérapeutique? Parce que si c'est juste une technique, la zoothérapie, ça veut dire que ça prend quelqu'un qui va utiliser l'animal pour véhiculer l'aspect thérapeutique. Là, vous comprendrez qu'il y a des gens qui vont utiliser la zoothérapie pour faire de l'intervention. Puis il y a des gens qui vont utiliser la zoothérapie pour faire de la psychothérapie. C'est où la différence entre les deux? Ben, c'est très flou, comme vous avez vu. Ben, essentiellement, faudrait que dans la pratique, il y ait une adhésion aux 3 critères que je vous ai mentionnés. Si l'objectif de cette intervention-là, c'est de faire un traitement, ça se pourrait que ce soit de psychothérapie. On a un des 3 critères. Si son objet, dans le fond, c'est sa cible, un trouble mental, une perturbation comportementale ou de la souffrance ou de la détresse, là, ça se pourrait que ce soit une psychothérapie. On a 2 de 3. Et si sa finalité, dans le fond, ça serait de créer un changement significatif, ben ça se pourrait aussi que ça soit de la psychothérapie. Puis là, si on a les 1, 2, c'est pas de la psychothérapie, mais si on a les 3, oui, Et là, il y a aussi le critère de réfutation. Le 4e critère, c'est ce que ce n'est pas de la psychothérapie, c'est que c'est un traitement. On reprend le critère numéro 1. Il va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d'un rapport conseil ou de soutien. Je pense qu'essentiellement, dans la définition, on pourrait la casser en plein de morceaux, là, puis passer un petit tamis conceptuel là, pour créer un peu plus de rigueur. Là. Puis essentiellement, quand moi j'ai discuté, j'ai fait 2 heures de discussion avec celui qui a présidé à cette définition-là, avec Pierre Desjardins. Puis en discutant ensemble, lui, ce qu'il me mentionnait, c'est les 2 principes les plus viables, ça semble être tout ce qui organise et régule. Donc, si vous faites une technique qui vise à soutenir la personne, à l'accompagner, c'est pas de la psychothérapie, mais si vous faites une technique qui vise à organiser le fonctionnement de la personne et à réguler son état de là où elle est, là, oui, on serait dans la psychothérapie. C'est pour ça qu'il y a des frontières parfois qui sont très minces. Moi, j'entends beaucoup parler de frontières transgressées avec les hypnothérapeutes. Je sais que l'Ordre des psychologues du Québec est en contact avec les écoles de formation en hypnothérapie. Je sais que l'Ordre des psychologues est en contact aussi avec les formations de thérapeutes en relation d'aide. Il y a toutes sortes de représentations, de comités, de consultations, de représentations qui sont faites. Puis une des lignes qui est particulièrement floue, là, checkez bien ça, c'est qu'une école d'hypnothérapie peut enseigner l'hypnothérapie, peut enseigner tout ce qui est enseigné, puis elle peut même former des psychologues à faire cette technique-là, qui eux vont être psychothérapeutes, par exemple.
Mais les personnes formées dans certaines des modalités de l'hypnose ne peuvent pas utiliser ces modalités-là avec leurs clients. Donc, je vais vous dire un exemple d'une personne que j'ai coachée. La personne était très, très démolie là, parce qu'elle était en contact avec l'ordre. Il y avait eu des plaintes contre elle. Puis là, on lui avait dit que c'est correct si tu veux faire ta représentation d'hypnothérapeute sur le web, tu peux enseigner tout ce qu'on t'a enseigné, tu peux parler de toutes les affaires, tu peux dire exactement tout ce que tu veux, tant que ça reste de l'enseignement psychologique. C'est pas un traitement, c'est pas encadré par la loi, tu peux l'enseigner aux gens. Mais quand tu le fais en intervention, là, non, non, tu ne peux pas aller jouer dans l'enfance de la personne pour recomposer une perception de son souvenir sur la blessure d'origine lorsqu'il était petit, parce que ça, c'est de l'organisation et de la régulation, donc psychothérapie. Ça dépasse le soutien-conseil. C'est donc bien compliqué. Un peu la même chose avec une personne qui ferait de l'art-thérapie. De l'art-thérapie exploratoire, dans lequel on va mettre des choses en place, on va explorer comment ça me ressemble, tout ça. Puis si en cours d'exploration art thérapeutique, la personne a dit « Hey, sais-tu quoi, ça me fait penser quand j'étais jeune, quand il est arrivé tel incident, ça m'a vraiment profondément troublé. » Puis là, l'art thérapeute va lui dire « OK, on va essayer de travailler cette représentation-là en bougeant des morceaux. Puis là, on zoome là-dessus. Puis là, hey, on est en train de faire un traitement. » Donc, possiblement de la psychothérapie, parce qu'on touche à ce qui organise et régule le fonctionnement psychologique. Même chose avec les constellations familiales. Les constellations familiales, ça, c'est très flou. Hein? Moi, j'ai des membres de ma famille qui en font, puis je trouve qu'ils jouent avec une limite assez délicate. Hein? Parce que, d'après moi, c'est dans l'organisation et la régulation des choses sensibles à l'intérieur de l'être humain. Puis, c'est pas seulement du soutien-conseil ponctuel. On fait pas seulement de la nature, ce que moi j'appelle de la nature exploratoire, soutien-conseil, discussion. On est en train de plonger au cœur de l'organisation du fonctionnement psychique de la personne, puis on va le représenter avec des enjeux. Ils vont travailler des enjeux traumatiques de rencontre avec la blessure intérieure, des translegs, transgénérationnels, puis donc moi, à mon sens, l'ordre gagnerait à se pencher sur ce sujet-là. Mais ils sont sûrement, étant donné qu'ils sont en contact avec plein d'écoles de formation sur tout ce qui touche ça ressemble un peu à de l'aide ou pas. Mais encore une fois, je crois que c'est parce que la définition de la psychothérapie est pas bonne, même si je la respecte. Hein. Bonjour mes collègues, je sais que peut-être ça vous éveille chez vous une espèce de résistance quand je dis ça. Je respecte la définition, mais je la trouve pas bonne. Puis c'est de cette nature-là de réflexion qui fait qu'on pourra avancer ensemble pour mieux la définir. Alors moi, si je proposais bien humblement, bien humblement une redéfinition de la psychothérapie, je voudrais, moi, que ça soit plus cohérent, puis je fusionnerais ensemble les actes qui sont déjà réservés, notamment chez les psychologues, sur l'évaluation des troubles mentaux. Vous savez, l'évaluation psychodiagnostique ou des diagnostics psychologiques, bon, ben pour arriver à un diagnostic psychologique, ça prend toutes sortes de compétences pour l'évaluer. Ben moi, je pense que il la faut, cette compétence-là, pour être capable d'appliquer un traitement. Puis tant qu'on va présumer que l'application d'un traitement ne se limite pas à un trouble, ben là, on ouvre la porte à beaucoup de flou. Ça serait tellement plus facile si était considéré dans sa nature de traitement psychologique une cible qui est un trouble, traitement d'un trouble. Il faudrait que ça aille ensemble, mais actuellement, dans sa définition, ça dépasse vraiment ça. C'est pour les troubles mentaux, pour des perturbations du comportement ou tout autre problème. C'est n'importe quoi. Tu sais. Moi, je ne comprends pas comment, dans la définition de la loi, a pu être enchâssé des définitions comme « et tout autre ». Ça peut rien dire. Ça crée de la confusion chez la population, ça crée de la confusion chez les professionnels de la santé. Puis là, moi je pense pour un marginal là, de fouiller dans tout ça, mais c'est l'objectif de protéger la population puis de réfléchir ensemble. Il y a plein d'actes qui sont associés à de la psychothérapie, mais qui ne sont pas de la psychothérapie. Donc, dans la définition de la loi, il y en a plein là, qui ont été définis, le soutien-conseil, éducation psychologique, coaching, intervention de crise. Puis il y a également toute la notion du
du flou conceptuel par rapport à l'approche systémique. Comment peut-on faire un traitement de trouble mental du couple? On peut pas! Ça ouvre un flou conceptuel sur la différence entre, mettons, thérapie de couple ou thérapie en couple. Puis là, vous n'aurez probablement pas vu souvent cette distinction-là, hein? Mais je vais vous l'expliquer. Thérapie de couple, c'est qu'il n'y a qu'un seul client. Le client, c'est la relation conjugale. Donc là, on va travailler des enjeux de dynamique fonctionnelle, d'équilibre des pouvoirs, la notion de transaction, de l'offre à la demande, transaction, de le basculement des échanges. Donc, le traitement se fait sur le lien. Alors que thérapie en couple, ben ça pourrait être considéré comme il y a un psychologue puis deux personnes qui sont en couple. Puis là, on fait deux thérapies individuelles en même temps. C'est quelque chose, moi, qui me fait exploser mon incompréhension sur les paradigmes conceptuels et les fondements étiologiques qui sont proposés derrière une approche comme la psychanalyse du couple. Ah! J'ai le cœur qui saigne, puis j'ai mon esprit qui veut exploser dans ce temps-là. Comment un modèle conceptuel qui repose sur des suppositions inconscientes pourrait être un traitement sur un enjeu systémique. Mais là, on en a vu toutes sortes de dérives des choses comme ça. Puis là, je ne veux pas seulement critiquer l'approche psychanalytique, hein, parce que Skinner, dans son approche behaviorale comportementale, lui aussi, il a fait toutes sortes de niaiseries ou d'erreurs dans lesquelles il a voulu transposer son modèle de renforcement et de punition-récompense sur le modelage des cognitions. Il a essayé de le transposer à la linguistique. Mais les fondements des paradigmes, des axiomes de la linguistique ne sont pas comportementaux physiologiques. Ils sont sociologiques et culturels. Donc, si on n'a pas fait un bout de chemin sur la différenciation là, des fondements axiomatiques ou étiologiques, les fondements de base là, des affirmations, ben là, il y a des gens qui vont se proposer pour être des thérapeutes de toutes sortes de patentes ou mixer des approches holistiques ensemble sans vraiment saisir les fondements. Puis je me permets de critiquer ça parce que c'était l'enjeu au cœur de mes recherches de doctorat. Moi, dans mes recherches de doctorat, j'ai joint une chaire de recherche en entrepreneuriat, puis utilisait plein de concepts en socio-cognitive, mélangés avec des approches psycho-comportementales. Mais là, vous avez peut-être ici une petite piste là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Socio-cognitif ou psychologie sociale. Ne voyez-vous pas qu'il y en a un qui commence avant l'autre, mais pourtant ça se ressemble? Psycho-cognitif, social, socio, ben, c'est le fondement étiologique qui va prédisposer l'ancrage du champ conceptuel. Hey, là, ça fait beaucoup de mots mélangés, là, je sais, mais l'idée, c'est que ce n'est pas le même cadre conceptuel, un cadre, une modélisation d'un schéma socio-cognitif qu'un schéma psychosocial. Bon, ben, autant qu'il y a d'errances ou d'erreurs qui ont été faites là-dessus dans les amalgames, dans la chaire de recherche pour laquelle j'ai fait mes recherches, autant qu'il y a de confusion langagière dans l'application d'un traitement psychanalytique sur un couple, un système, une entreprise. L'entreprise n'a pas d'inconscient. L'inconscient, ce serait une construction à l'intérieur de l'être humain. Le système en lui-même, ce n'est pas juste une répétition, transposition de ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Puis là, on rejoint des principes là, d'anthropomorphisme. L'être humain, il adore ça, croire que ses croyances sont à l'extérieur de lui, similaires à ce qu'il porte en soi. Donc, on projette, c'est un petit peu comme l'affaire de voir dans les nuages des faces de chiens ou de... Parce que moi, j'aime les chiens, donc je vois des faces de chiens. Donc, les anthropomorphismes, c'est une projection de quelque chose qui m'habite à l'extérieur. Ben, nous, les professionnels de la santé, on le fait aussi, notamment avec notre amour de certaines approches cliniques. Peut-être que c'est mal conceptualisé à certains moments donnés, les bases des approches.
Moi, j'ai étudié toutes les approches cliniques afin de maîtriser le langage conceptuel de la psychologie au sens large. Ça fait peut-être que je ne suis pas autant un expert que certains de mes collègues dans certaines avenues. Ça, c'est sûr et certain qu'il y en a des bien meilleurs que moi dans les écoles. Mais à mon avis, moi, j'ai essayé d'ouvrir large parce que je voulais regarder quelles étaient les erreurs du champ lexical ou des fondements étiologiques de chacun. Puis ça, quand on démêle ça, ça permet de porter un regard beaucoup plus aiguisé sur des définitions professionnelles, légales, comme celle de la psychothérapie. Donc, j'ai été un petit peu sévère avec ma définition de thérapie de groupe, thérapie de couple ou thérapie en couple. Vous voyez que si il est possible de peut-être transposer son modèle de psychothérapie, donc on agit sur les individus, sur l'esprit, psychothérapie, sur une thérapie en couple, sur deux individus en même temps, faites deux psychothérapies côte à côte. C'est pas la même chose faire une psychothérapie de couple, donc là la dynamique systémique, ben, le système n'a pas de mental, il a un fonctionnement interactionnel. C'est pas une unité fusionnée ensemble. Bien que d'une certaine manière, sur le plan conceptuel, ça puisse être. Mais là, juste transposer des modèles d'un camp à l'autre comme ça crée une espèce de bouillie conceptuelle qui fait en sorte que la psychologie est considérée comme une jeune science encore. Puis moi, ça a été l'apport que j'ai fait dans la chaire de recherche en entrepreneuriat. Ça nous a valu là, de remporter le premier prix international là, de la chaire d'entrepreneuriat. Là. Donc, juste parce que le fait de démêler des axiomes, on a dépris un champ de la recherche qui était stagnant, qui répétait constamment les mêmes affaires sans évoluer. Donc, là, ça fait beaucoup de nuances. Mais la thérapie de groupe, puis la thérapie en groupe, c'est la même affaire. Moi, je ne pense pas qu'on peut faire de la psychothérapie de groupe. Parce que le groupe, la dynamique du groupe intérieur, c'est pas mental. C'est interactionnel, systémique. Alors que je pense qu'on peut faire de la thérapie en groupe. Ça veut dire plusieurs personnes qui vont recevoir, par exemple, les mêmes traitements, mais tout le monde, la cible de l'intervention, c'est l'esprit de multiples personnes qui sont là dans le groupe. Mais ce n'est pas le groupe en lui-même qui fait l'objet. Ça, je le vois, moi, dans mes groupes que j'organise, là, où on va travailler avec la dynamique de groupe. On va faire des mesures sociométriques de la préoccupation à l'intérieur du tissu collectif pour faire avec des sociogrammes. Donc, la cible de l'intervention, c'est le tissu groupal. Un peu comme l'esprit d'équipe, entre guillemets. Alors que, là, ça fait compliqué pour ces notions. J'espère que ça vous parle jusqu'à maintenant. Et là, ça ouvre la porte à toutes sortes de choses, comme la zoothérapie. Est-ce que les zoothérapeutes qui sont formés dans des techniques, les techniciens, est-ce qu'eux font de la psychothérapie? Ils vont peut-être aller un peu trop loin. Mais peut-être pas non plus, parce qu'aujourd'hui, il y a des formations collégiales dans lesquelles il y a des psychologues qui vont faire des formations là-dessus, et probablement qu'ils leur expliquent elle est où la limite entre les deux. Il y aurait tellement de nuances à aborder entre les techniques et le traitement que je vous invite vraiment à prendre peut-être un pas de recul et à lire les informations que je vais vous mettre en description de la vidéo, parce que l'objectif, c'est de protéger votre esprit afin que vous construisiez votre perception des valeurs. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec mon positionnement étiologique. C'est correct. On pourrait même en débattre. Puis si vous voulez me questionner plus loin, utilisez le programme Questions confidentielles. Ça me fera plaisir d'élaborer là-dessus. J'espère avoir pu vous accompagner au cours de la vidéo dans le fait de vous forger des repères entre technique et traitement. Ça a été intense sur la définition des termes étiologiques là, sur les différentes approches. Le psychologue ne critique pas une approche ou une pratique qu'il n'adopte pas lui-même. Donc, comprenez que c'est parce que je les utilise tous, ces approches-là, que je sais en maîtriser leurs limites. Je pourrais même faire une petite démonstration. Oui, Fidou! Vous savez, moi, je fais parfois de la musicothérapie. Je fais parfois des techniques de jeu de rôle. Wi-Fi, tu veux-tu venir? J'utilise toutes sortes de techniques. Puis, oui, un des points, bien, un des points que je voulais vous aborder, je sais pas, je vais faire un vite point là-dessus. Il y a une personne, en fait, qui a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me demander,
Moi, je voudrais venir te voir pour faire de la zoothérapie. Puis je dis d'accord, ça serait possible, mais il faudrait, avant que je vous dise qu'on va faire de la zoothérapie ensemble, il faudrait que j'évalue quel est votre besoin. Est-ce que vous avez un trouble? Est-ce que l'intégration de la zoothérapie va être une technique pertinente? Puis là, la personne a dit, ah, mais là, ça veut-tu dire que si je vais te voir, je ne vais pas forcément avoir ton petit chien devant les consultations? Je dis, ben en effet, c'est parce que en tant que professionnel de la santé, je ne vais pas systématiquement utiliser une technique parce que moi, j'aime ça. Vous savez, moi, je le prendrais tout le temps avec moi. Hein, mais... Tu es libre! Mais c'est pas moi qui va toujours utiliser les techniques que j'aime. C'est plutôt en observant la réalité et le besoin, la nature des difficultés du patient que je vais ensuite proposer. Et si on utilisait la zoothérapie? Et si on utilisait l'art-thérapie? Et si on utilisait des techniques de jeu de rôle? Et si je te proposais un modèle de reprise de l'équilibre de soi avec des techniques de respiration? Et si je te proposais des techniques posturales? Et si je te proposais un peu d'éducation psychologique? Et si je te proposais une technique basée sur la description des valeurs? Et si, donc, je sais qu'il y a des professionnels de la santé qui sont amoureux de leur technique et qu'ils vont en faire une profession. Des spécialistes techniciens. Mais dans mon cœur de professionnel de la santé, j'aime à prendre un pas de perspective, moi, pour dépasser la technique et prendre une perspective afin d'évaluer où se situe la technique, est-ce qu'elle est pertinente, lequel on choisit. Puis je pense que c'est cette possibilité-là d'avoir plein de choix à l'intérieur de soi qui fait que le professionnel va dépasser le technicien. Ça ne veut pas dire que le technicien n'est pas bon. Il y a peut-être même des techniciens qui sont meilleurs que certains professionnels. Mais de manière générale, je pense que c'est la perspective du choix global qui est de nature à être associée au concept de professionnel. Sur ce que j'espère être des sages paroles, parce qu'encore une fois, ce n'est pas garanti. Là. C'était le Dr Paul Simard, psychologue, et on se dit à demain pour la suite du Psychoctober.